Oui, ça va être simple. Je vais donner des ordres à des développeurs. Eux font tout, moi je fais rien. À partir de quand il faut continuer de garder le cap et à partir de quand faut-il arrêter le projet en fait? Quand ça ne fonctionne pas, c'est notre faute. Quand ça fonctionne, c'est pas grâce à nous. Donc généralement, on a peu de reconnaissance. Le produit, c'est l'humain, comme t'as expliqué. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et aujourd'hui, le micro est à Marcel Venturino, auteur du guide du Product Management. Salut Marcel, comment ça va? Hello, ça va et toi? Super, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, je m'appelle Marcel, j'ai 33 ans. Voilà, donc je suis dans le produit depuis plus de 10 ans et j'adore ça. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert le monde du produit? Je suis arrivé du projet, justement, je pense que comme pas mal d'entre nous, j'ai commencé par du projet. Et avant de passer par du produit, je suis passé par l'agilité. J'ai eu la chance d'avoir été accompagné par plusieurs coachs agiles pour passer déjà de projet à agile, donc ça veut pas dire produit. Donc ça m'a mis déjà un pied un petit peu sur faire différemment, de pouvoir itérer rapidement et avoir vraiment cette capacité justement de pouvoir test and learn et de pouvoir fail aussi rapidement parce que j'avais plutôt l'habitude des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros et du coup qui duraient longtemps avec énormément de développeurs. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à croiser de plus en plus de PM seniors. J'étais très très bien accompagné jusqu'à ce que je tombe sur Romaïssa Charbal, qui est actuellement chez Le Bon Coin, et Renaud Elgozi, qui est actuellement dans une filiale de PMU, si je ne dis pas de bêtises, qui était chez Mythic à l'époque. Et c'est là où je suis plus que tombé amoureux du produit avec ces personnes-là. Et du coup, tu es actuellement auteur et cofondateur de French Builder. Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais chez French Builder et est-ce que tu peux présenter ton livre aussi? Du coup, chez French Builders, donc je me suis associé avec Nicolas Potier. Donc maintenant, ça fait un peu moins de 2 mois où on a commencé à s'associer. On a créé notre structure du coup en novembre. Et le but, c'est de créer des produits digitaux en l'espace d'1 mois. On se donne vraiment 1 mois pour créer tous ces produits digitaux, from scratch, ou alors d'idées venant de d'autres personnes, et de pouvoir les déployer et les tester du coup à grande échelle. Et là, on a lancé notre premier produit qui s'appelle fairemonscv.fr, qui est disponible du coup depuis ce matin, 5h30 du matin. Donc on est resté un petit peu tard pour le lancer. Et du coup on met en place un framework qui nous permet de killer nos projets s'ils ne fonctionnent pas, donc on essaie de pas avoir d'ego sur les idées et ainsi de suite, et donc c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux m'en dire plus du coup sur ton projet Faire mon CV? Donc faire mon CV, ce n'est pas que faire un CV, comme son nom ne l'indique pas. En fait, on souhaite accompagner les gens à trouver du travail. J'ai remarqué beaucoup de fois sur Twitter des personnes qui ne se font pas rappeler déjà pour lorsqu'ils envoient leur CV, et ou ne savent pas se présenter lors d'entretiens d'embauche. Et du coup, de par mon passé, où j'ai vu des centaines, voire des milliers de personnes en entretien, et on a pu préparer des personnes aussi, des centaines de personnes à passer des entretiens, du coup, c'était quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir aider ces personnes-là. Et donc, on a créé fairemonscv.fr, qui est une plateforme donc de génération de CV, avec basé aussi sur un algorithme et de l'IA, qui permet justement aux personnes déjà qui ont moins de facilité sur l'orthographe ou sur la grammaire de pouvoir reformuler vraiment leurs expériences pour que les personnes puissent justement passer ce premier rideau des phases de screening des RH. Il y a aussi une génération de lettres de motivation, du coup où on pose quelques questions justement à la personne sur le poste recherché, et après on leur génère une lettre de motivation du coup sans faute d'orthographe, vraiment qui n'est pas bateau, parce qu'on le sait aussi que les lettres de motivation bateau, en fait les personnes ne les lisent pas. On a du coaching vidéo, du coup avec des vidéos du coup tournées par Nicolas et moi-même, pour expliquer aux personnes comment se présenter avant l'entretien, pendant l'entretien, après l'entretien, parce qu'on oublie aussi souvent le après l'entretien. Généralement, beaucoup de personnes passent leur entretien et attendent une réponse, mais en fait, on peut être proactif et donc on leur explique justement comment y aller. Et donc, c'est vraiment adressé à tout type de personnes, que ce soit des personnes en reconversion, que ce soit des personnes dans le bâtiment ou la restauration ou dans l'IT.
Du coup, on essaie de toucher une majorité de personnes avec ce produit digital. Et du coup, ça fonctionne un peu comme un startup studio, c'est-à-dire que tu ouvres une startup en un mois, ensuite tu la kills ou non, ou c'est des gens qui font appel à toi pour faire des projets? Les deux. On a eu donc là sur Faire mon CV, c'était une idée de Nicolas et moi, mais on a des personnes qui nous ont contactés en fait pour s'associer avec nous pour lancer des projets en fait from scratch. Du coup, que ce soit à l'international, on a eu pas mal à l'international et un produit en France où les gens nous ont contactés pour savoir si on pouvait s'associer et créer le produit de A à Z sur ça. Et du coup, dans ta précédente expérience, t'étais CPO chez Wevo. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles étaient tes missions? Alors mon rôle a énormément évolué avec le temps. Forcément, entre 20 personnes au tout début et plus de 100 personnes à la fin, le rôle évolue. Mais à la fin, c'était justement avoir vraiment une vraie vision de produit. Le but, enfin toujours, c'est ce que j'ai toujours dit d'ailleurs, parce qu'avec d'autres CPO, on a énormément discuté et on me demandait, oui, mais t'as pas envie de revenir sur des produits digitaux? Mais en fait, Wevo était mon produit, mes utilisateurs, c'était soit mes clients, du coup les clients de Wevo, soit mes Weavers. Et du coup, il fallait répondre à ces deux personas qui étaient complètement différents, avoir vraiment une trame pour que les gens s'y plaisent, restent, et que les clients apprécient aussi ce que proposaient les Weavers en termes de compétences et en termes de soft skills aussi, largement, parce que c'est quelque chose d'aussi hyper important. Donc au final, on a commencé à essayer de mettre des OKR en place. On s'est trompé vraiment là-dessus. On a eu un gros fail les premières fois sur les OKR parce que il faut embarquer tout le monde. C'est pas parce qu'on est une boîte produit finalement que tout le monde est produit. Donc il faut réexpliquer les termes parce que nous on reste vraiment beaucoup dans notre jargon. Et finalement, en fait, c'est une boîte comme les autres. Juste, on n'avait pas de produit digital, on avait des humains, et donc c'est un petit peu plus complexe à gérer que du digital. Mais c'était bien plus sympa. Donc, sinon, dans mes missions, il y avait forcément accompagner les Weavers, donc j'accompagnais les plus seniors. J'avais du coup une direction produit avec plusieurs personnes qui composaient cette direction-là. On créait des différentes verticales. On avait la partie product management, on avait aussi la partie product design. Donc il fallait accompagner sur ces verticales et la partie product ops. Il y avait aussi la montée en compétences. Donc j'ai écrit pas mal de formations. C'est de là d'où vient d'ailleurs le guide du product management. Ça vient des formations à la base que j'ai écrites et dispensées. Il faut aussi rencontrer les CPO, pouvoir les accompagner. Ça a été beaucoup de fois sur des déjeuners où voilà des problématiques en 1h30, on pitch quelque chose et on essaie de décortiquer ensemble et trouver des débuts de solutions pour justement pouvoir les accompagner après ou pas. Là-dessus, c'est vraiment à la charge du CPO. C'était aussi intervenir parfois dans des petites missions, voilà, donc pas mal de choses et surtout donner cette vraie vision produit. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce que le produit cette année, qu'est-ce que le produit dans 3 ans, et s'y tenir, parce que on voit avec les mouvements de marché, c'est difficile de garder un cap, on a envie de changer rapidement. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? On l'a connu avec le Covid. Est-ce que là c'est la même crise ou pas? Donc c'est plein de choses comme ça à faire en tant que CPO chez Wevo. Du coup, en tant que CPO chez Wevo, le produit c'est l'humain, comme t'as expliqué. Du coup, tu recrutes des personnes en fonction de la mission. Pas de la mission. On recrutait pas en fonction des missions, on recrutait en fonction des personnes. En fait, j'avais créé une espèce de test, on va dire, produit, qui permet de générer une matrice de compétences, et si la personne rentre dans les cases de la matrice de compétences, alors on lui fait une proposition, qu'importe si on avait des missions ou si on n'avait pas de mission. Donc là-dessus, vu que c'est à 3 mois que les gens arrivent, on peut pas savoir si on avait une mission. Par contre, on sait qu'on a une personne avec énormément de potentiel ou pas. Et c'était ça qui était vraiment important. On va passer à la partie 2 sur la vision produit. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? D'acheter le livre, le guide du product management. Je blague. Plus sérieusement, quelqu'un qui souhaite se lancer, je pense, c'est d'aller faire beaucoup de meet-up. En fait, on a tellement de contenu sur la partie product, que ce soit dans les meet-up, que ce soit avec des newsletters, coucou le ticket par exemple, que ce soit avec les lives, donc nous on avait l'after produit,
que ce soit des énormes meet-up avec la LPC de chez Tiga, on peut apprendre énormément et gratuitement. Donc c'est de pouvoir aller voir un petit peu tout cet écosystème là, de commencer à se renseigner, de savoir comment ça fonctionne, quel est le vrai métier finalement de product manager, parce qu'on peut aussi se fourvoyer, se dire oui ça va être simple, je vais donner des ordres à des développeurs, eux font tout, moi je fais rien, et finalement ça va bien se passer, alors que pas du tout. Toutes les personnes qui sont product managers actuellement savent que c'est forcément beaucoup de pression. Quand ça ne fonctionne pas, c'est notre faute. Quand ça fonctionne, c'est pas grâce à nous. Donc généralement on a peu de reconnaissance à part de nos pairs. Donc là-dessus c'est très bien d'avoir un bon mentor. On a des personnes qui sont géniales comme Benoît Terpereau, que j'embrasse aussi, et qui est incroyable, qui accepte tous les messages privés sur LinkedIn. Donc allez lui envoyer des messages si vous avez des questions. Cette personne est une bible sur la partie product management. On a des personnes qui sont très très ouvertes pour justement répondre à toutes les questions que vous avez. Donc n'hésitez pas, allez sur LinkedIn, allez dans les meet-up, croisez des personnes, posez-leur des questions. Généralement tout le monde est hyper avenant pour pouvoir répondre à toutes les questions que les personnes peuvent avoir. Comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer? On a eu une période de spécialisation là actuellement du métier de product. Quand par exemple on était chef de projet, on avait d'abord les AMOA, puis après on a eu les AMOE aussi, du coup un peu chef de projet technique. Sur la métier de PM au début il y avait que des product managers, maintenant on a des product designers qui est un métier à part bien sûr, des product ops qui est aussi un métier à part, des product marketing managers, et du coup en fait on commence à avoir une scission un petit peu dans tous les métiers du produit, avec plein de branches, plein de ramifications, et des fois en fait on oublie un petit peu en fait de pouvoir tout faire. Je pense qu'à un moment donné en fait cette ramification qui existe va devoir se simplifier, parce que on ne va pas avoir autant de métiers que ça, je pense, pour les grandes entreprises qui ont besoin d'avoir un cadre où tout le monde a à peu près le même poste. Donc là-dessus, je pense qu'il va y avoir une simplification des métiers. Peut-être qu'il y a des métiers qui vont sauter, qui existent maintenant et qui n'existeront plus d'ici quelques années. Ça permettra en fait à des personnes d'avoir des vrais scopes. Là, on le voit de plus en plus. On a des fois des product managers qui font que la discovery. D'un coup, on a des PO qui font que la delivery. Est-ce que ça a le mérite d'exister? Oui. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Est-ce que le métier de PM est pas de tout faire de bout en bout et d'avoir peut-être un plus petit scope? Voilà, ça va être, je pense, en tout cas, des questions qui vont se poser d'ici les prochains mois, prochaines années, au niveau des coûts aussi, finalement, pour les structures, parce que forcément, avoir deux personnes pour faire un produit, ça coûte plus cher qu'avoir une seule personne. Donc voilà, ça va être pas mal de questions autour de ça, je pense. On va passer à la partie 3. Devenir entrepreneur après avoir été CPO. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème? Alors, par facilité, parce que je suis en plein dedans, et que je trouve que souvent, alors dans des formations, on entend le PM est le CEO de son produit. Et là, je le teste dans la vraie vie, et du coup, je peux avoir mon propre avis, en tout cas, sur cette phrase-là. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir partager, en tout cas, des informations qui me sont propres, qui ne sont pas du tout la vérité, mais qui me sont propres, et discuter de ça avec toi. Qu'est-ce que ton expérience de CPO t'a apporté? Déjà la résilience, parce qu'en tant que CPO, on a des hauts, on a beaucoup de bas, et du coup il faut savoir garder le cap toujours. Si on a une idée en tête qui a été validée, c'est garder ce cap-là, parce que on va avoir des vents contraires, on va pouvoir des fois dériver, mais on essaiera toujours d'atteindre notre objectif, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en tant que CPO et qui m'aide là concrètement en tant que CEO, parce que forcément on va avoir des baisses de motivation, on a des contraintes, on a des choses, c'est notre propre argent, donc c'est complètement différent. Et les erreurs que j'ai pu éviter aussi, c'est toute cette partie
minimale. En fait, c'est qu'est-ce qu'un réel MVP? Est-ce que MVP, MLP, avoir justement jusqu'à où est-ce qu'on va par rapport à nos coûts? Est-ce que il ne faut pas avoir la peur aussi de se lancer? Donc tout ça, j'ai pu l'éviter. En tout cas, je vous laisse faire sur notre premier produit. On a lancé un produit qui n'est pas parfait, mais qui existe, qui est utilisable. On l'espère. On espère qu'il n'y a pas trop de bugs et qui permettra aussi d'aider les gens. Donc qui répond à son besoin primaire d'aider les gens. Donc il y a plein de fonctionnalités à rajouter, il y a plein de choses à rajouter. Mais si on s'écoutait, on aurait lancé le produit dans un an. Donc là, en un mois, on a réussi, on s'est donné notre objectif. En un mois, on a réussi à sortir notre produit, on est hyper fiers et on espère qu'il va fonctionner. Donc voilà. À partir de quand il faut continuer de garder le cap et à partir de quand faut-il arrêter le projet en fait? Du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place un framework avec Nico qui permet d'enlever le côté égo de l'équation, parce que très souvent, en fait, on veut garder le cap par ego, parce que c'est notre idée, parce que c'est notre bébé, parce que X ou Y raison, en tant qu'humain, on est humain, tout simplement. Et le but, c'est que si tu dois garder le cap, c'est pour des choses rationnelles et factuelles, et pas pour de l'émotionnel. Si tu mets de l'émotionnel en jeu, tu as de grandes chances de te tromper. Tu peux réussir, et ça va arriver, parce que des fois, on a des personnes qui ont des coups de génie, et qui croient dur comme fer envers et contre tout, et même si tous les indicateurs sont au noir, et finalement ça fonctionne, mais rationnellement, en termes de proportion et en termes de gestion de risque, c'est 10 fois plus intéressant d'avoir une gestion de risque assez poussée avec de la data, avec des métriques que nous on s'est mis en place, et qui permettent d'enlever ce côté un petit peu humain, même si on l'aura toujours, en tout cas de pouvoir l'atténuer énormément. Pour terminer cet entretien, tu peux me parler du framework que tu as mis en place? Oui. En fait, sur chaque produit qu'on lance, déjà, on doit avoir un EBIT généré. Donc, c'est pas un CA, mais vraiment un EBIT, c'est vraiment notre marge opérationnelle qui doit être potentiellement générée. On a en fait, sur chaque produit, on définit à l'avance, au tout début, en fait, des KPI à atteindre au bout de X jours, X semaines et X mois avec tant d'investissements. Du coup, chaque produit a à peu près le même nombre d'investissements. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir de pouvoir couper aussi certains par certaines parties marketing qui nous coûtent plus et qui rapportent moins. Et aussi un nombre d'utilisateurs, en tout cas sur le premier produit, qui soient satisfaits, parce que s'ils ne sont pas satisfaits du produit et qui répond pas à un besoin, au final, là-dessus c'est avec des NPS ou des choses comme ça, c'est que notre produit ne répond pas à un vrai besoin et donc il ne trouvera pas forcément son marché. Pour clôturer cet entretien, est-ce que tu as un mot de la fin? On va faire un peu à la One Piece. Je sais pas s'il y a des fans en tout cas qui écoutent. Croyant en vos rêves, les rêves c'est pour les hommes, et du coup faites ce qui vous plaît. Des fois, pour faire ce qui vous plaît, il faut se faire mal. Donc là-dessus, il faut aussi savoir faire des sacrifices, parce que ce sont des choix. Mais croyant en vos rêves, c'est cool. Parce qu'on a un métier qui est génial, donc on peut le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.